Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, les services de renseignement français recrutent-ils des terroristes? On peut se poser la question, mes amis. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet depuis le cas Mohamed Merah jusqu'au cas de la DGSE en Algérie, en passant pourquoi pas par le Sahel. La France est-elle en train de recruter des terroristes pour semer le désordre, que ce soit dans la politique intérieure ou dans sa politique extérieure, mes amis? Et si vous voulez me soutenir, parce que j'aborde quand même des sujets qui sont relativement chauds, vous pouvez aller en dessous de cette vidéo, cliquer sur je m'abonne, vous cliquez également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, vous cliquez également sur le petit j'aime et le pouce bleu et vous me laissez un petit commentaire, mes amis. Alors, vous allez me dire, oh, peut-être que tu es complotiste, Davy, tu inventes des faits. Non, non, toujours un très sourcé. Et ce que je vais vous proposer, pour commencer, on va commencer par vérifier ce que nous dit un juge antiterroriste français très connu, qui s'appelle Trévidic. Peut-être que vous l'avez déjà parcouru, vous l'avez déjà connu, et on va voir un petit peu ce qu'il nous a dit, parce que ses propos ont fait polémique en France, et pour cause. Regardez bien ce qu'il nous dit sur l'affaire de Mohamed Merah, un terroriste qui a quand même liquidé 7 personnes en France. Et je voulais vous faire passer ce formidable extrait du juge Trévidic sur France 5, mais malheureusement, à cause des droits d'auteur, je risque de me faire striker la vidéo, donc je suis obligé de vous lire en post-prod, en montage, ce que nous disait le juge Trévidic. Alors je vous le dis directement, en 2012, on a dit n'importe quoi aux Français. Ça a été présenté faussement aux Français en 2012 par les services de renseignement. On n'était pas très loin des élections. Et c'était M. Squarcelli à l'époque qui a voulu le présenter comme un loup solitaire. Je reprends son expression, donc indétectable. Mais ce n'est pas exact pour M. Merah, qui était dans une famille, qui était radicalisée à Toulouse, qui était connu de tout le monde. Donc ce n'était pas un individu indétectable, d'autant plus qu'il avait rejoint le Waziristan pour avoir une formation militaire. Donc ce n'était pas un individu indétectable, il était parfaitement dans la détection. Simplement, les renseignements pensaient qu'il pourrait leur être utile. Ils l'ont débriefé en renseignement et ils ont pensé qu'il pouvait être utile, qu'on pouvait potentiellement le retourner. Et quelqu'un lui demande, ils ont menti pour couvrir. Et il dit, non, mais c'est très clair. En 2012, on a dit n'importe quoi aux Français. Voilà ce que dit mot pour mot le juge Trévidic. Évidemment, lorsque vous avez une source comme le juge Trévidic qui reste quand même, on peut le dire, une référence sur les questions de terrorisme, c'est un spécialiste de ces questions-là, en tant que juge, en tout cas, peut-être pas dans le renseignement, mais en tant que juge, déjà, on peut se poser la question sur le territoire français, est-ce que les services français n'ont pas un intérêt à semer la zizanie, à créer la fameuse guerre civile, dont on entend souvent parler, et qui, malheureusement, si on ne fait rien, si nous n'essayons pas par des initiatives comme les miennes, eh bien, de l'éviter, pourrait se produire sur le sol de France. Lorsque vous avez quelqu'un comme Trévidic qui en parle, c'est que a priori c'est pas n'importe quoi. Alors je vous ramène un petit peu le sujet en tête. Mohamed Merah, c'est un type en 2012 qui a assassiné 7 personnes dans plusieurs attaques. Il y a eu un policier qui a été assassiné, d'ailleurs un policier d'une famille musulmane. Donc les victimes des terroristes sont également des musulmans. Et Mohamed Merah qui a également tué une jeune fille, une jeune juive d'ailleurs à bout portant. C'est l'horreur absolue de tuer un enfant à bout portant. Il faut vraiment être une énorme crapule. Eh bien cet homme a travaillé pour les renseignements généraux et il était possible de le savoir dès 2012. Parce que vous avez ici un article du Point, et vous savez à quel point je déteste le Point. Mais Mohamed Merah, vous le voyez ici, Mohamed Merah travaillait pour les RG, donc les renseignements généraux. Qu'est-ce que les renseignements généraux? C'est ce qui précède la DCRI, donc la direction du renseignement intérieur. Et ceux qui ont été chargés de mener l'enquête sur Mohamed Merah, c'est exceptionnel, c'est la DCRI elle-même. Donc il y a eu une petite question qui s'est posée, c'est de savoir, est-ce que la DCRI s'est auto-interrogée, a mené ses propres, on va dire, sa propre enquête sur elle-même, puisque c'est elle qui devait s'auto-enquêter. En 2012, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Mohamed Merah, en 2007, il est contrôlé par la police, vous le voyez ici. Il est contrôlé par la police, et lorsqu'on le contrôle, on découvre une fiche sur laquelle il y a écrit « Ne pas attirer l'attention, sûreté de l'État ». Bon, les policiers voient ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le disent, dans ce cas de figure, les consignes sont claires, on fait comme si de rien n'était. Donc ils l'ont contrôlé, ils l'ont laissé partir. On est en 2007, d'accord? On apprend petit à petit que, en fait, les policiers de la DCRI, des renseignements généraux, ont voulu débriefer Mohamed Merah à son retour d'une zone de terrorisme international pour savoir s'il était retournable ou pas. D'accord? La DCRI a considéré que M. Mohamed Merah
n'était pas un danger, qu'il n'avait pas le même profil que les autres, et que, donc, dès lors, il était possible de le retourner. Et ce n'est pas un article du Point qui en parle, hein, c'est l'ensemble des articles de presse qui s'intéressent au sujet. Ils ont même dit, le principal argument, c'était de dire, il ne fait pas partie d'une filière djihadiste, donc ce n'est pas un élément aussi dangereux que ceux qu'on a pu connaître. Alors, s'il ne faisait pas partie d'une filière djihadiste, comment se serait-il rendu sur un terrain de guerre du terrorisme international? C'est tout seul comme ça, il se serait, tiens, je vais au Moyen-Orient, hein, sans aucun lien avec aucun groupe terroriste. Donc déjà, ça paraît très bizarre. S'il ne faisait partie d'aucune filière, pourquoi a-t-on arrêté 6 femmes, hein, vous le voyez ici, ce qu'on appelle de la djihadosphère de M. Mera? Pourquoi on a arrêté 6 personnes? Donc c'est qu'a priori, il faisait partie d'un réseau, il faisait partie d'une filière, il faisait partie d'une cellule terroriste, ce n'était pas un loup solitaire. Hein, et d'ailleurs, comme l'a dit le juge Trévédic, il y avait une question de radicalisation qui s'est posée dans l'ensemble de sa famille. D'ailleurs, son frère a été condamné pour complicité. D'accord? Donc, tout ça, c'est du baratin. On a un article d'Europe 1 qui nous parle encore de M. Mohamed Merah, et qui nous parle du fait que le renseignement français voulait le recruter. Donc en 2012, il est quand même, en 2011, hein, après un voyage au Pakistan entre août et octobre 2011, la direction centrale du renseignement avait voulu voir le jeune Toulousain pour parler de son parcours afghan. Le jeune homme, qui était fiché comme son frère depuis 2006, a fait l'objet d'une enquête après son arrestation en 2010 par la police afghane. Il se trouve qu'après 2h30 d'entretien, écoutez bien, son caractère dangereux n'a pas paru évident. Il leur a semblé naturel et ils ont jugé que l'on pouvait s'orienter compte tenu de son esprit curieux et voyageur. On dirait presque que le type c'est un scout. Il a l'esprit curieux et voyageur, hein, vers un recrutement. Voilà. Alors évidemment, les autorités de la DCRI et des renseignements généraux toulousains sont absolument en désaccord avec Paris, hein, puisque là c'est Paris qui voulait recruter, et ils ont fait savoir à quel point ils n'en étaient pas d'accord. Et sachez une chose, c'est qu'ils ont été dans le déni, hein, au sein des services de renseignement français, ils ont été dans le déni jusqu'à la fin, ce qui laisse sous-entendre qu'en fait, c'était peut-être voulu, c'était peut-être organisé. Pourquoi? Parce que, en fait, les Toulousains ont dit à Paris, on dit aux renseignements généraux parisiens, que, a priori, après les premières attaques, hein, on parle des premières attaques déjà qui ont eu lieu, en fait, Paris était persuadé que c'était un terroriste d'extrême droite. Et ça n'en était pas un. Toulouse était en désaccord avec Paris à ce sujet-là. Et en fait, ils l'ont signalé. Ils ont même fait circuler une liste de personnes qu'ils pensaient être les terroristes qui n'a pas été examinée jusqu'à ce qu'il y ait les assassinats de l'école juive qui a eu lieu donc le 19 mars. Et lorsqu'ils ont eu lieu, ces assassinats, là, ils ont commencé à étudier la piste salafiste. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, soit c'est une question de nullité. Ce qui est possible. D'ailleurs, Mohamed Merah a déclaré, lorsqu'il a été réprimé par le raid chez lui, il a dit cette phrase que vous retrouvez ici. Sur ce coup-là, moi, je pense que vous vous êtes complètement loupé. Parce que j'ai pu faire 3 attaques, j'ai tué plus de 7 personnes et en ai blessé plusieurs. Donc, soit ils sont affreusement nuls dans les services français, soit au contraire, ils sont affreusement organisés. Et donc, ce recrutement n'était pas un hasard. Parce qu'effectivement, on est en 2012, d'accord, on n'est pas très loin des élections, d'accord, et avoir une attaque d'extrême droite ou avoir une attaque terroriste, ça peut favoriser l'un ou l'autre des candidats. Ce qui s'est déjà produit pendant les élections en Espagne à l'époque des attentats du 11 mars. D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau qu'un État puisse utiliser des attaques terroristes pour le bénéfice d'un candidat ou d'un autre. C'est possible. Je doute que les services soient aussi mauvais. D'accord? D'autant que c'est pas tout. On a eu des incohérences très graves dans l'enquête de la question de Mohamed Merah, puisque certains disent qu'il y avait un téléphone portable et donc qu'il y avait des vidéos. Et d'autres disent qu'il n'y a pas eu de téléphone portable, qu'on n'a pas retrouvé le téléphone portable. Ah, ça c'est inquiétant. Parce que s'il y a des preuves qui disparaissent, c'est très inquiétant. Et c'est d'ailleurs le père d'une des victimes, monsieur Albert Chenouf-Meyer, qui est le père d'Abel Chenouf, une des victimes assassinées par Mohamed Merah, qui a déposé plainte pour destruction de preuves. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez l'article du Point, la DGSE, donc les services extérieurs français, sont accusés d'avoir acheté le silence du père de Mohamed Merah, de lui avoir versé 30 000 € pour qu'il retourne en Algérie, là où il se serait acheté des terrains, et qu'il détruise des preuves
qui seraient des vidéos de Mohamed Merah, où il explique ses liens avec les renseignements généraux. Oula, oula là 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 là. Alors, toujours complotiste, le Davy? Toujours complotiste? Je ne sais pas, je ne me fonde que sur de la presse, d'accord? Que sur de la presse. Alors, si c'est du conditionnel, parce que ces vidéos, on ne les a jamais retrouvées. En même temps, si elles ont été détruites et qu'il y a eu un petit billet qui a été versé, plus facile de ne pas les retrouver. Donc, la France est-elle habituée à recruter des terroristes pour ses noirs desseins? Bah déjà, ce ne serait pas la première fois qu'un service de sécurité occidental le fait. Hein. La CIA l'a déjà fait à plusieurs reprises. Et là, on a un exemple sur le territoire français. Comme par hasard, une année d'élection, avec des trucs très bizarres dans l'enquête, avec des soi-disant preuves qui disparaissent. Donc pourquoi ne pas se poser la question sur ce que pourrait faire la France à l'étranger? Et je pense à l'Algérie et je pense au Sahel. Prenons le cas algérien. On parle d'un ancien djihadiste algérien qui a accusé la DGSE, d'ailleurs à la télévision algérienne, la DGSE française, d'avoir organisé un complot. En fait, l'idée était de prendre ce djihadiste, de le former, attention, hein, c'est ce que dit la télévision algérienne, de le former, d'ailleurs il a fréquenté des instituts français, hein, de le former et de l'envoyer combattre au Sahel. Voilà, voilà, voilà. On accuse quand même Paris de quelque chose d'extrêmement grave. Est-ce que c'est possible? Mais évidemment qu'on a toujours utilisé des agents étrangers d'une coloration politique ou d'une autre. Enfin, prenez l'exemple des talibans. Avant 1979, ces gens-là ne sont des inconnus. En 1979, ils deviennent des alliés des États-Unis qui les utilisent contre les soviétiques. On ne regarde pas la couleur politique de notre allié contre l'ennemi. On ne la regarde pas, sa couleur politique, qu'il soit un terroriste, et peu importe ce qu'il est. Hein, et puis il est terroriste jusqu'au jour où il gagne, hein, parce que le jour où il gagne, il n'est plus un terroriste. D'ailleurs, regardez, la situation des talibans en Afghanistan aujourd'hui est relativement normalisée, hein, même si là il y a eu une semaine, ils n'ont pas eu Internet, voilà, est relativement normalisée, ils ont des très bonnes relations avec la Russie et avec la Chine. Donc terroriste d'hier, gouvernant de demain. Hein, l'IRA, irlandaise, hein, était un groupe terroriste lors de la guerre contre les Britanniques, et ensuite quand ils sont arrivés au pouvoir, et qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir d'ailleurs, eh bien ils sont devenus un parti politique légal, sans aucun problème. Cet ex-djihadiste algérien donc, qui aurait été utilisé, il a témoigné à la télévision. On a eu carrément l'ambassadeur de France à Alger qui a été convoqué. Donc la DGSE a été accusée de vouloir déstabiliser l'Algérie et également le Sahel. Et c'était suffisamment sérieux quand même, hein, parce que regardez bien, déjà on accuse, alors là on voit pas très bien à cause de mon partage d'écran, on accuse l'Institut français d'être l'un des nœuds du développement en fait de ce djihadiste qui avait pour visée de déstabiliser l'Algérie et le Sahel. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ait utilisé les instituts français? En tout cas, on a beaucoup utilisé le British Council, hein, bizarrement. Hein. On accuse d'ailleurs la Chine d'utiliser son institut Confucius, qui est exactement la même chose que l'institut français, un institut où on apprend le chinois, de l'utiliser contre les intérêts occidentaux et pour former des espions. D'accord? Ça, c'est même le programme de terminale en histoire géo. Hein. Je veux dire, vous allez voir la matière qu'on appelle HGGSP, hein, histoire géo, géopolitique, sciences politiques, l'Institut Confucius, je crois que c'est au programme de première et de terminale, où vous voyez comment les Chinois l'utilisent pour évidemment essayer au maximum de faire entrer certains de leurs espions. Donc, est-ce que la France pourrait utiliser l'Institut français? Oui, c'est tout à fait crédible. C'est tout à fait crédible. D'accord? Il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Pourquoi toutes les autres nations du monde le feraient? Les Britanniques, hein, qui sont quand même de l'autre côté de la Manche, les Chinois, et pas nous. Ah, évidemment. Quand je dis nous, hein, d'ailleurs, je veux préciser, c'est les élites françaises qui sont coupables de cela. Hein. C'est les élites françaises, c'est le gouvernement français. Hein, c'est cette caste qui nous dirige. Le peuple français, lui, n'est pas responsable de ça. Alors si, il est responsable de son vote, qui est de plus en plus stupidement, enfin, quand vous voyez la diversité politique qu'il y a en France, en vérité, hein, le vote ne sert pas à grand-chose. Alors, ce djihadiste algérien, M. Aïssaoui Mohamed Amin, il aurait, je vous explique un peu son trajet. En tout cas, sa trajectoire, 35 ans, né en Algérie, il a vécu une bonne partie de sa vie en Espagne, il a rejoint l'État islamique, puis d'abord en Syrie, puis en Irak, il a participé au combat sous un pseudo qui était Abu Rayyan, et il a été incarcéré pendant 3 ans jusqu'en 2019. Et on aurait donc un agent français qui, par le biais d'une association, serait allé le repêcher. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose de sérieux ce que je vous dis? Parce qu'on me dit oui, mais c'est les Algériens, ils exagèrent, ils aiment pas la France, ils ont peut-être exagéré. Oui, enfin, je vous avais fait une vidéo quand même que j'avais d'ailleurs surnommé, que j'avais nommé le patron de la DGSE va à Canoussa, à Alger. Hein. Pourquoi? Parce que le patron de la DGSE, un mois après ces révélations, s'est rendu à Alger en janvier 2025.
Il s'est rendu à Alger. Est-ce qu'il est classique et courant que le patron de la DGSE se rende dans un pays étranger? Bah non. Bah là, peut-être que c'était pour rendre des comptes et dire à l'Algérie, désolé, on a fait une connerie. On n'aurait pas dû utiliser votre pays pour déstabiliser le Sahel. Parce que je rappelle que ce Aïssaoui là, il était fait pour être renvoyé au Sahel. Donc peut-être déstabiliser le Niger. Le Niger avec lequel la France a de très très mauvaises relations. Est-ce que c'est pas possible? Bien sûr que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Je ne dis pas que c'est sûr. Après, chacun se fait son avis. Moi, je vous présente des éléments. Après, vous faites votre avis. Moi, je ne vous fais que présenter des éléments. Sachant que vous avez ce formidable article de l'Express. D'ailleurs, pour une fois, je les trouve assez courageux puisque le titre c'est Les complots de la DGSE contre l'Algérie, beaucoup de mythes, 3 petits points et quelques réalités. Oui, bah oui, historiquement, il y en a eu plusieurs, quand même, des manipulations de la DGSE. Et le sous-titre c'est À chaque crise entre les deux pays, le service secret français est accusé de conspirer contre Alger. Un grand fantasme souvent, mais aussi parfois une vérité. Il y en a eu plusieurs, des complots. On pourrait en faire la liste, ce serait assez long. Moi, je vous invite à regarder cet ouvrage donc de Hagoun et de Rivoire sur France-Algérie, crime et mensonges d'État. Comment la France, dans cet ouvrage, j'en parle un petit peu, je vous invite à le lire, il coûte la modique somme de 17 €. Je pense que vous pouvez me le retrouver en promotion, un peu moins cher. Il vous explique comment est-ce que la guerre d'Algérie, la guerre, ce qu'on appelle la décennoire, la guerre civile algérienne, enfin, chacun l'appelle comme on veut, ou la lutte contre les terroristes du fils, a été non pas incitée, mais en tout cas facilitée par certaines actions françaises. C'est pas moi qui le dis, c'est deux journalistes. Bon, Jean-Baptiste Rivoire, on peut pas l'accuser d'être un pro-algérien, je ne sais quoi. Enfin, dernière chose, lorsqu'on parle du Sahel, est-il possible, on a vu cet exemple de Aymin Aïssaoui qui avait pour objectif d'être renvoyé au Sahel. Est-ce qu'il est possible que la France ait cet objectif? Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 ans, on a eu un interview de monsieur Abou Obeida Youssef Al-Hanabi, donc le chef d'AQMI, donc c'est-à-dire AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, on est quand même pas très loin du JNIM, la chef d'AQMI qui a eu une interview spéciale avec monsieur Wassim Nasr, qui est très très proche des djihadistes. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a une info qui sort sur les djihadistes, il est au courant, même avant n'importe qui. Bon, vous me direz c'est le travail d'un journaliste. Oui, il y a des journalistes qui sont très proches quand même de certaines personnes. Peut-être qu'il faudrait que l'État français au moins enquête sur les liens de monsieur Wassim Nasr, et peut-être que Wassim Nasr est d'ailleurs un agent. C'est pas impossible l'utilisation des journalistes comme agents, ça existe. Mais en tout cas, bref, sur France 24, vous avez eu une interview de monsieur Abou Obeida Youssef Al-Hanabi, le patron d'AQMI. C'est quand même un petit peu étonnant d'avoir un terroriste qui s'exprime quasiment en direct sur les ondes françaises. Voilà, mes amis. Donc moi, ce que j'en dis, vous faites ce que vous voulez. Après, encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas. Moi, je vous apporte des faits. Après, c'est à vous de faire le travail. Moi, ce que je dis simplement, c'est que Mohamed Merah s'est démontré, avait des liens avec les renseignements généraux, que lorsqu'il y a eu l'embrouille avec l'Algérie au moment de décembre 2024, le patron de la DGSE, le mois suivant, s'est rendu à Alger pour aller à Canossa, et que on a le chef d'AQMI qui s'exprime sur France 24, chaîne française qui dépend de l'État français, sans vraiment de contrôle, ni même de questionnement, j'ai envie de dire, moraux. On aurait pu parler des liens du Front de Libération de l'Azawad avec la France également. Le MNLA, comment il a été favorisé lors de l'intervention Barkhane. On pourrait en parler, mais ce ne serait pas une émission d'une vingtaine de minutes, ce serait une émission de plusieurs heures, mes amis. J'espère en tout cas que tout cela vous a permis de voir un peu plus clair et d'avoir quelques éléments de réponse si un jour on vous dit « Jamais, la France n'a jamais financé ou soutenu le terrorisme. » Ah bon. Eh ben, on va voir cette excellente vidéo de Davy Rodriguez, excellente. Relativement. N'hésitez pas en tout cas mes amis à me soutenir, allez en dessous de cette vidéo, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous n'hésitez pas à la partager à des gens qui pourraient éventuellement trouver ça intéressant. Et surtout mes amis, vous n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle.